aujourd'hui, s'agissant des médias audiovisuels en tout cas, on a à la fois des chaînes en clair qui ont tendance à réinvestir le champ du sport parce que la meilleure garantie contre la disruption et contre le passage au on-demand, c'est du live, et c'est le live qu'on se doit de consommer vraiment en direct, donc le sport. Et puis parce qu'à l'inverse, quand on est un sport, on a besoin aussi pour son statut, pour son attractivité, d'être vu. Et en même temps, le sport a un deuxième niveau de valorisation à travers les chaînes payantes, avec un sujet ou une question. Programme très attractif qui attire des abonnés, donc montée des droits, mais concurrence croissante dans le marché de pay TV. Et alors, à quel moment on atteint des prix du côté des droits qui ne justifient pas, ou en tout cas que les recettes d'abonnement qu'on va générer n'arriveront pas à équilibrer. Tout le monde va chercher dans les prochaines années son point d'équilibre entre ce qui permet d'avoir des équipes et un championnat national attractif, de construire un vrai spectacle télévisuel et en même temps de garder quand même quelques perspectives d'équilibre économique, parce qu'à la fin, ça compte aussi. La stratégie des acteurs du numérique dans le sport, elle est encore difficile à totalement déchiffrer. On a eu deux acteurs du gratuit, Facebook et Twitter, donc deux acteurs qui se rémunèrent principalement et voire uniquement sur l'audience, qui ont investi pour l'un comme pour l'autre sur des droits pas tout à fait majeurs, mais en tout cas premium, et encore une fois dans des stratégies là qui étaient plutôt des stratégies d'audience. On a vu aussi des acteurs qui sont un peu plus mixtes, comme YouTube ou comme Amazon, investir sur des droits, acteurs mixtes, parce que par exemple aujourd'hui, pour voir les matchs de la Première Ligue que diffuse Amazon, ou pour demain voir les matchs de Roland-Garros que diffusera le même Amazon, il faudra à minima être abonné Amazon Prime. Jusque-là, on pourrait se dire reconstitution finalement d'une fenêtre en clair et d'acteurs payants. Ce qui est plus compliqué, c'est sur l'analyse des stratégies d'achat, sur le type de droits qui sont acquis par ces différents acteurs, avec, disons, une difficulté parfois à bien comprendre ou bien percevoir la continuité ou la montée en puissance dans leur stratégie. Alors, s'agissant de l'organisation du sport par des marques ou par des médias, on a eu un précédent ces dernières années, Red Bull, donc avec l'organisation de compétitions totalement maîtrisée. La difficulté, c'est le point d'équilibre là aussi entre le niveau de prise en compte du média, de son rayonnement télévisuel par les fédérations, sans pour autant dénaturer totalement la compétition. Aujourd'hui, les fédérations et les ligues ne peuvent pas faire autrement que de prendre en compte les médias dans la stratégie d'exposition de leurs sponsors et dans la stratégie de collecte de droits télé qui va aussi avec cette exposition. Là encore, point d'équilibre, jusqu'où faut-il aller? Est-ce qu'à un moment il faut qu'un média devienne totalement maître d'œuvre et cherche le plus grand spectacle? On se rappelle de Rollerball, c'est un film que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais ça marque aussi quand même à un moment une limite, peut-être jusqu'à la stratégie d'événementialisation et de spectacle à tout crin. Une Ligue mondiale de football, c'est un projet ou un fantasme, enfin selon le point de vue qu'on en a, qui est tentant, parce qu'effectivement le soccer, le football, c'est le sport qui est sans doute le plus mondial qui soit. Ça prolongerait les projets de nouvelles Ligue des champions en Europe, qui d'une certaine manière deviendrait déjà une sorte de super championnat européen avec un feuilletonnement tout au long de la saison. Enfin, les difficultés, ou parmi les difficultés, c'est l'hétérogénéité des niveaux quand même. C'est une difficulté toute simple de gestion
des décalages horaires. Le football, c'est comme les autres sports. Enfin, ça se consomme quand même, si possible, au moment où il est facile d'être devant l'écran. Donc, le week-end à peu près à n'importe quelle heure, pourquoi pas, mais en tout cas en prime le reste du temps. Et là, comment est-ce qu'on ferait? Et puis, il y a, dernière chose, quand on additionne les enjeux économiques, financiers, médiatiques, à vouloir faire un championnat mondial, on est peut-être tenté de reculer, en tout cas d'hésiter devant la lourdeur de la tâche. Pour mémoire, il y a 20 ans, on annonçait déjà une Super League européenne qui n'a jamais vu le jour, justement à cause de ces enjeux, et on verra ce qui lancera en 2024 pour la Super League et champions. Dans le sport, il y a des compétitions qui comptent vraiment et des compétitions de gala. Que demain, les fédérations, est-ce que c'est au niveau UEFA, est-ce que c'est au niveau FIFA, prennent en main en quelque sorte la vitrine promotionnelle que peut représenter cette deuxième phase, le moment plus gala, donc que ça soit trophée des champions, coupe du monde des clubs, et l'organiser un peu mieux, le structurer un peu mieux, d'une part, que d'autre part ils aillent effectivement programmer cette compétition gala dans des zones où le football est encore en devenir, pourquoi pas. Là, ça participe et ça contribue au développement global du football, de la même manière qu'il arrive maintenant qu'on programme des matchs de la Ligue 1 de façon à ce que les Chinois puissent être le plus nombreux possible devant leur écran. Voilà, ça serait dommage de s'en priver, mais à condition de ne pas mélanger ou se tromper d'exercice entre ce qui est de la vitrine et ce qui est de la vraie compétition.